Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette table ronde sur le thème comptabilité carbone, le chèque en bois, point d'interrogation quand même. Alors vous savez que le bilan carbone est obligatoire depuis le Grenelle de l'environnement et qu'il nous fournit un outil, un premier outil de redevabilité extra-financière, mais vous savez aussi que le marché du carbone, ça ne fonctionne pas bien et que si on se dit qu'il faut réduire massivement les émissions de carbone, traquer les émissions de carbone partout où elles sont, il va falloir inventer des outils bien plus subtils, bien plus fins. Et ça va être le sujet de notre table ronde aujourd'hui. Je me présente d'abord moi, Stéphane Marchand. Je suis le directeur de la rédaction du magazine Pour l'Écho. Et je vais maintenant vous présenter tous les intervenants de cette table ronde. À ma gauche, Thomas Le Sueur, qui est commissaire général au développement durable du ministère de la Transition écologique et délégué interministériel au développement durable. Le docteur Guillaume Barba, qui est donc en téléconférence, professeur assistant, professeur assistant à Cage Business School. Madeleine Gilbert, vous êtes la secrétaire confédérale du syndicat CFE-CGC pour le développement durable. Bonjour. Merci d'être là. Grégoire de Montchalin, vous êtes à ma droite. Vous êtes le directeur des comptabilités du groupe AXA. Et à cet égard, vous êtes le responsable du reporting financier du groupe. Bonjour à tous. Merci d'être là. Le docteur François Gémen nous rejoint dans un instant. Et enfin, Caroline Delamarnière, vous êtes fondatrice et directrice générale de l'Institut du capitalisme responsable. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer par vous, Guillaume Barba, parce que c'est important que la conversation commence en ayant des bases, je dirais, scientifiques solides. Et j'aimerais vous demander tout simplement où en est la recherche aujourd'hui en matière de comptabilité carbone et quel est l'impact du prix du CO2, du prix du carbone sur la rentabilité des entreprises. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi bien évidemment de participer à cette discussion, alors même à distance, malheureusement je m'en excuse auprès de vous tous, mais j'ai pas pu vous rejoindre physiquement sur Paris. Oui, je vais profiter un petit peu de ce temps de parole pour faire justement un état des lieux de la recherche effectivement sur l'enjeu de comptabilité carbone et je pense que le premier constat général que je peux faire, c'est que cette notion et cet enjeu de comptabilité carbone inspire énormément la communauté scientifique. Je me suis amusé cette semaine en préparant notre échange. Je suis allé chercher sur une base de données académique en fait, à partir de mots-clés, carbon accounting, le nombre d'articles correspondants. Et rien que sur ces deux mots-clés, j'ai eu plus de 2000 références académiques. Donc vous imaginez bien que si on tape par ailleurs les mots comme marché d'émissions, marché carbone, gaz à effet de serre, etc., on va assez facilement dépasser les 10 000 références académiques. Donc c'est un sujet qui attire les chercheurs et c'est tout à fait, je dirais, normal, puisque c'est un sujet important, c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui dans la société et qui est très exposé médiatiquement. Donc autant vous dire que voilà, c'est une précaution que je souhaite prendre quand même. Autant vous dire que ma présentation est loin d'être exhaustive et que cet état des lieux a revêtu pour moi quelquefois en le préparant un rapport d'étonnement parce que j'ai pas la prétention de tout connaître sur le sujet tant il est vaste. Premier axe de recherche, eh bien c'est un axe métier. Voilà, alors là typiquement, je suis pas un expert comptable, donc je vais difficilement pouvoir développer ce sujet, mais en tout cas, c'est un sujet qui intéresse beaucoup la communauté scientifique, à savoir finalement comment les outils de gestion comptable ont évolué à l'aune des nouveaux enjeux de responsabilité sociétale et parmi lesquels on trouve forcément l'enjeu de comptabilité carbone. Et du coup, il y a pas mal de chercheurs qui se posent des questions sur le métier de l'expertise comptable, comment il a évolué, comment il est impacté finalement par son nouveau périmètre extra-financier. On parle de comptabilité élargie. Et certains chercheurs vont même jusqu'à dire que finalement, eh bien, avec cette comptabilité élargie, la comptabilité
a vécu, est en train de vivre une véritable innovation managériale. Deuxième axe de recherche, énormément de chercheurs s'intéressent à la finalité, à la noble fin, si je puis dire, de cette comptabilité carbone, qui est censée être un outil de pilotage et de transformation de l'entreprise pour atteindre, on le sait tous, c'est l'objectif qui a été fixé, atteindre la neutralité carbone. Bon. Qui dit neutralité carbone dit zéro émission nette. Donc l'idée, c'est vous le rappeliez tout à l'heure en introduction, l'idée c'est bien de réduire au maximum ces émissions et d'être en capacité de compenser les émissions résiduelles. Bon. Ici, c'est la notion de compensation qui fait débat, en fait, et qui oppose certains chercheurs. Certains vont considérer, par exemple, que cet objectif de compensation, il n'est pas très ambitieux, finalement, au regard de la situation climatique actuelle et de l'évolution de l'effet de serre anthropique. Et certains chercheurs vont plaider, par exemple, dans une logique de soutenabilité forte, de plutôt avoir comme objectif une logique qui rentrerait plus dans une conception, je dirais, régénérative de l'économie, notamment via des outils de séquestration carbone, en utilisant massivement ce qu'on appelle les technologies à émissions négatives, notamment la bioénergie avec capture du carbone, capture du carbone, stockage, etc. Bon, je passe. Troisième axe de recherche, c'est lié à la notion, j'en parlais, la notion de compensation, en fait, qui renvoie bien évidemment au marché carbone que vous évoquiez. Alors, vous disiez qu'il dysfonctionnait avec un point d'interrogation. Je pense que tous ceux qui s'intéressent au sujet constatent en ce moment qu'on vit une époque un petit peu incroyable de ce point de vue-là. Je regardais en fin septembre, le prix de la tonne carbone sur le marché européen atteignait 65 €, donc ce qui, je crois, est assez incroyable. Pour rappel, elle était à 30 € à peu près en 2020, vous voyez. Donc il y a eu une augmentation massive, alors qui est liée à plusieurs facteurs extérieurs, etc. Donc on va peut-être pas rentrer dans le détail. Toujours est-il que les chercheurs, ça fait quelques années maintenant qu'ils s'interrogent sur le juste prix de la tonne carbone, en fait. Alors, là, on a l'impression que la situation actuelle, elle exauce leurs vœux et que certains vont considérer qu'une tonne carbone entre 60 et 100 €, c'est vraiment un juste prix. Après, il y a d'autres chercheurs qui sont un petit peu plus sceptiques et qui considèrent que ce niveau de prix peut avoir un effet spéculatif aussi et qui serait pas forcément une bonne nouvelle pour l'objectif de compensation. Et puis quand on parle de marché carbone, on parle aussi des émissions et des quotas d'émissions gratuits pour les entreprises qui sont, je dirais, les plus exposées au risque de délocalisation. On comprend la logique, et pour autant, on se demande si effectivement ces quotas gratuits qui ont été prolongés jusqu'en 2030, on se demande si finalement c'est la meilleure façon de s'inscrire dans une logique de compensation carbone et de réduction des émissions. Quatrième axe de recherche qui va porter sur le périmètre de calcul. Alors, je ne suis pas spécialiste du tout sur le périmètre de calcul. Je suis juste un usager, si je puis dire, puisqu'il y a quasiment maintenant une quinzaine d'années, j'ai suivi la formation au bilan carbone. Mais voilà, ma compétence s'arrête là, si je puis dire. Les questions qui tournent autour du périmètre de calcul, elles sont assez redondantes. C'est quel périmètre imposer aux entreprises? Est-ce qu'on est sur le scope 1 et 2 comme actuellement, ou est-ce qu'on inclut aussi le scope 3 qui concerne certaines émissions indirectes? Là encore, je ne rentre pas dans les détails. Et puis une autre question peut-être qui peut les entreprises, dans le cadre de la réglementation française, ont la possibilité d'exclure dans leur bilan d'émissions certaines émissions, certains postes d'émissions, notamment les émissions qui seraient jugées négligeables. Alors là encore, c'est vrai que ça se comprend à l'échelle d'une entreprise, mais si vous faites le cumul des émissions non négligeables de toutes les entreprises qui sont soumises à l'obligation de bilan carbone, vous vous rendez compte que là, vous atteignez un volume d'émissions qui, pour le coup, lui, devient moins négligeable. D'où peut-être effectivement la question de savoir si on inclut, c'est recommandé, mais voilà, est-ce qu'on rend obligatoire la prise en compte du scope 3? Bon, voilà une autre question. Le cinquième axe de recherche pose la question de la contrainte et de la régulation, bien évidemment. J'évoquais à l'instant les quotas d'émissions gratuits pour préserver
la compétitivité des entreprises. Bon, de façon générale, il y a deux arguments qui s'opposent par rapport à cette question-là. Le premier argument, qui est relayé par un certain nombre d'entreprises, pas toutes, est de dire que finalement, toute contrainte réglementaire, y compris en matière extra-financière, eh bien, aura des conséquences négatives sur l'entreprise en termes de performance, en termes de rentabilité, et donc peut-être indirectement en termes d'activité, d'emploi, etc., etc. Bon. Et donc, pour les partisans de ce premier argument, l'idée, c'est vraiment d'essayer de limiter au maximum la contrainte. Bon, et puis vous avez le second argument qui s'oppose au premier et qui d'ailleurs considère, je vais le dire de façon un petit peu provocatrice, qui considère que le premier argument que je viens d'évoquer relève un petit peu du chantage économique. Et les partisans du second argument vont plutôt considérer finalement que plus une entreprise est contrainte, plus elle est challengée, y compris sur sa gestion carbone et sur son empreinte carbone, et bien plus elle sera en capacité d'innover et donc de créer de la performance globale et donc de créer de la performance environnementale, tout ça dans le sillage de ce qu'on appelle l'hypothèse de Porter. Voilà. On va revenir tout à l'heure. Oui, je suis un peu long. Ne pas tout dire tout de suite. Laissons le suspense s'installer. Merci Guillaume Barbare. On se retrouve tout à l'heure. Je me tourne maintenant vers Thomas Le Sueur. Vous êtes donc vous représentez l'État ici dans cette table ronde et également dans cette notion de la France et du carbone. Et on sait qu'en matière d'émissions, la France a une carte majeure, c'est le nucléaire. Ça joue dans quel sens? C'est positif, négatif pour les émissions carbone? Est-ce que ça fait de la France un acteur particulièrement en avance? Ou alors est-ce que ça masque une réalité pas toujours très écologique? Alors, je ne vais pas répondre directement sur le nucléaire. Est-ce que c'est ça qui est le seul élément qui fait la différence? Mais c'en est un. Ce qui est important, c'est de savoir que, je rebondis sur l'intervention précédente, en effet, il va falloir apprendre à compter carbone. Les États ont commencé à le faire, les entreprises s'y sont mises, les particuliers doivent commencer à prendre des repères pour cela. Dans leur consommation, dans leur vie courante, parce que nous devons collectivement baisser notre niveau d'émissions carbone. Je voudrais peut-être revenir sur quelques éléments de base, parce que les spécialistes savent tout ça très bien, mais il n'y a pas toujours que des spécialistes, et il est parfois bon de revenir à des fondamentaux. Si vous voulez, très concrètement, depuis 2 siècles et demi, on ressort du sol du carbone qui avait été stocké par des phénomènes naturels pendant des millions d'années. Et on se retrouve progressivement à avoir une concentration de carbone dans l'atmosphère qui augmente, c'est ce que nous dit le GIEC, et qui provoque un réchauffement. Donc l'enjeu mondial, c'est bien de limiter ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc on a défini des budgets carbone, et c'est à partir de ces budgets carbone qu'on peut apprécier la performance des États. Et chaque État a s'est fixé des objectifs, dans le cadre notamment de l'accord de Paris, en fonction de l'endroit d'où il partait. La référence, c'est plutôt 1990. Donc, si on regarde ces budgets carbone et leur évolution dans le temps, la France s'était donné des objectifs, elle a du mal à les suivre. Donc, de ce point de vue-là, nous ne sommes pas très bons. Nous ne sommes pas à la hauteur de nos engagements. Nous avons raté le premier budget carbone. Pour autant, quand on se compare, quand on prend d'autres manières non pas de compter, mais ce que l'on regarde, eh bien, non plus en relatif par rapport à 1990, mais en absolu par rapport à d'autres États, on constate que nos émissions de gaz à effet de serre sont en effet plutôt parmi les plus faibles quand on les rapporte aux habitants. Pourquoi par habitant? Pour rendre les choses comparables, parce qu'évidemment, un pays très peuplé va avoir plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'un pays très petit. Donc, si vous rapportez ça au nombre d'habitants, eh bien, vous pouvez dire la France émet environ 5 tonnes de carbone par habitant. L'Union européenne, c'est 7 à peu près. Les États-Unis, c'est plutôt 16. Donc, vous voyez, de ce point de vue-là, on peut se rassurer, et c'est en effet parce que notre part d'électricité est déjà très fortement décarbonée, du fait de la présence de l'électricité nucléaire, du fait du réseau de barrages hydroélectriques sur notre territoire et du fait du développement des autres énergies renouvelables, parce que les barrages sont déjà une énergie renouvelable, donc le photovoltaïque et l'éolien. Donc voilà, on a des éléments qui sont positifs, d'autres qui le sont un petit peu moins.
Et peut-être une autre manière de calculer et de mesurer la performance d'un pays, c'est de regarder quand on produit de la richesse, quand on crée de la valeur, eh bien, si on rapporte les émissions à cette création de valeur et au nombre d'habitants, pour arriver à les comparer, on a le meilleur ratio de tout le G7. Donc ça, c'est la manière la plus positive de voir la situation française. Mais je le répète, par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés, nous n'avons pas réussi à les atteindre. Or, ces objectifs suivaient une pente voilà, d'une certaine inclinaison, et cette pente doit augmenter, s'accélérer pour 2030. Donc nous sommes à ce basculement. Et en outre, à l'échelle de l'Union européenne, nous sommes en train de rehausser les objectifs. Là où on disait qu'on devait réduire de 40% en moyenne pour l'Union européenne nos émissions par rapport à 1990, il faut passer à moins 55%. Donc pour la France, ça va aussi créer un effort supplémentaire. Et donc, si je reprends cette question de la forme ou de la pente de la courbe, là où elle était relativement peu raide jusqu'à 2020, on avait déjà décidé qu'elle s'accélérerait, qu'elle serait plus incidente à partir de 2020, et les nouveaux objectifs européens, que la France partage et assume pleinement, vont devoir encore accentuer la pente de cette courbe. Donc les défis sont vraiment devant nous, et c'est pour ça qu'il faut apprendre à compter carbone pour que chacun des actes économiques, des individus dans leur consommation, des entreprises dans leurs investissements et dans leur fonctionnement, mais bien entendu des États, de l'ensemble des acteurs publics au premier chef, eh bien, soit connu et évalué. Voilà. On a appris depuis très longtemps à compter en monnaie. Il faut aussi apprendre à compter en carbone pour réussir à tenir cet objectif qui n'est pas qu'un objectif national ou européen, mais bien évidemment un défi mondial. Merci beaucoup, Thomas. On reviendra vers vous, bien sûr, tout à l'heure. François Gémen, vous nous avez rejoint, merci. Bonjour, pardon, j'étais un peu en retard. Je vous en prie. Vous êtes auteur principal du GIEC. Oui. Vous êtes le directeur de Hugo Observatory également. Oui, ou l'Observatoire Hugo en français. D'accord, ah oui, très bien. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pour continuer dans les L'Observatoire Hugo, présentations. c'est un centre de recherche Oui. qui travaille sur les liens entre changement climatique et migration, donc sur ces questions d'impact humain du changement climatique. Ah, très bien. Merci beaucoup. Alors, quelle confiance, selon vous, accorder aux méthodes de mesure des émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'elles sont vraiment de plus en plus fiables? Et est-ce qu'elles donnent une image réaliste du chantier climatique? Oui, je pense que les méthodes en termes de méthodologie pure, en termes de technicité, se sont considérablement améliorées au cours des dernières années. Et je pense qu'on a aujourd'hui une vision à peu près objective ou aussi objective que possible, effectivement, de cette comptabilité carbone. Le problème, c'est que, à mon sens, il manque deux éléments importants dans cette comptabilité. Le premier élément, c'est le fait que souvent, on va utiliser telle ou telle méthode qui va parfois correspondre à certains intérêts. Par exemple, la comptabilité carbone aujourd'hui qui s'impose au niveau international, c'est une comptabilité en fonction des émissions territoriales. Le problème, c'est que dans de nombreux pays, y compris la France, mais certainement pas que la France, une partie considérable de l'empreinte carbone provient des émissions importées, c'est-à-dire des biens qui sont produits à l'étranger, mais qui sont consommés en France. L'empreinte carbone de la France, par exemple, provient à 40% d'émissions importées. Ça veut dire que si l'on incluait ces émissions importées dans la comptabilité carbone de la France, eh bien, on ferait un bond d'environ 70%. Et effectivement, autant la méthodologie elle-même n'est pas en cause, autant je pense qu'il faut pouvoir se questionner sur les choix qui vont sous-tendre l'adoption de telle ou telle méthodologie. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il me semble qu'il manque un élément important dans la comptabilité carbone, c'est-à-dire on ne peut pas le lui reprocher, ça serait un mauvais procès à lui faire, mais on a une comptabilité froide, c'est-à-dire qui ne prend pas du tout en compte la question de l'utilité sociale des émissions de gaz à effet de serre. Je vous donne simplement un exemple. Prenons un étudiant français qui va faire un vol Paris-New York pour aller passer une année d'échange universitaire à l'Université Columbia ou à NYU. Prenons à l'inverse un autre Français qui va prendre un vol Paris-New York pour aller faire un week-end de shopping sur la 5e avenue. La comptabilité carbone des deux vols va forcément donner la même empreinte carbone. Pour autant, je pense que peu contesteront
le fait que l'utilité sociale des 2 déplacements, une année universitaire à l'étranger ou un week-end de shopping sur la 5e avenue, n'ont pas la même utilité sociale. Et donc je pense qu'il va falloir aussi, même si évidemment cette utilité sociale est profondément subjective, je pense qu'il faut aussi qu'on puisse s'interroger au moment où on intègre la comptabilité carbone, ce qui est une bonne chose dans les choix industriels, dans les choix politiques, dans les choix de consommation individuelle, il faut pouvoir aussi s'interroger sur l'utilité sociale des émissions. En d'autres termes, quelle est la fonction sociale que remplissent les émissions de gaz à effet de serre qui sont forcément associées à mon activité? Le bon carbone, le mauvais carbone. Je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais carbone, et il n'y a pas vraiment de bon carbone ni de mauvais carbone, mais je pense qu'il faut pouvoir s'interroger sur cette question de l'utilité sociale. Et à mon avis, c'est un pan entier de la comptabilité carbone qui est évidemment impossible à intégrer dans une méthodologie standardisée, mais qu'il faut pouvoir intégrer. Par contre, comme on le disait à l'instant, je pense que c'est essentiel de pouvoir intégrer des éléments de comptabilité carbone dans les choix que nous posons tous les jours. On connaît le facteur prix, il faut aussi qu'on intègre le facteur carbone, y compris dans l'information quotidienne qui est communiquée aux consommateurs. On a, sur les produits alimentaires, on a un Nutri-Score par exemple, ça serait intéressant de pouvoir avoir un score carbone sur les différents produits des supermarchés. On a tous les jours à la télévision un bulletin météo qui indique le temps qu'il va faire demain, après-demain et dans la semaine. Ça serait intéressant que ce bulletin météo intègre la concentration carbone dans l'atmosphère pour que les gens voient cette concentration évoluer au fil du temps. Et donc il y a toute une série d'endroits où on peut intégrer dans le quotidien des gens des éléments de comptabilité carbone, et je pense qu'il faut tendre vers ça. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter 3 intervenants qui sont des spécialistes de l'entreprise. Je commence par Madeleine Gilbert, donc secrétaire confédérale de la CFE-CGC. Madeleine, au nom des salariés et de vos adhérents, vous êtes intervenue sur le contenu de la loi climat. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez obtenu, ce que vous n'avez pas obtenu? Vous avez votre... Est-ce qu'elle me voit? Alors, pendant que Madeleine Gilbert résout son petit problème technique, je me tourne vers Grégoire de Montchalin. Vous êtes le directeur des comptabilités d'AXA. Alors là on est au cœur du sujet finalement, dans la mesure où comment est-ce que vous vous y retrouvez dans le maquis des réglementations, dans les différents scopes, dans les sigles EFRAG, NFRD, et j'en passe. Comment vous faites? Et qu'est-ce que vous faites? Alors, tout d'abord, merci pour ces premiers échanges, parce que si je peux commencer par un élément de contexte plus général, je me régale, je trouve ça passionnant, parce qu'en tant que praticien de la comptabilité au sein d'un groupe comme AXA depuis quelques années, si j'ai appris 2 choses, c'est que d'une part, il n'y a pas une seule, mais il y a des comptabilités. Et en fait, les comptabilités ont un objet, ont un public, ont une raison d'être, et on ne compte pas exactement de la même façon en fonction de ce qu'on cherche à mesurer. Et puis, l'autre chose, ça fait écho au tout premier message de Guillaume que nous avons écouté. J'ai appris aussi que la comptabilité, elle évolue sans cesse. Et si je suis tombé par hasard dans ma carrière sur les sujets comptables, si j'y suis resté, c'est parce que, ne serait-ce que pour cette raison-là, c'est passionnant. Et moi, ce que j'observe depuis AXA, c'est qu'en effet, les choses évoluent très vite. Pour faire simple, on a eu deux grandes périodes. Depuis le début des années 2010, nous, comme d'autres, et puis nous, on a essayé d'être parmi les pionniers, mais on a mesuré nos émissions de carbone, pris des engagements. Par exemple, on a pris l'engagement de sortir du charbon totalement d'ici 2040, et puis par étapes progressives d'ici là. Et
on s'est concentré sur nos propres émissions, comme les autres acteurs de même nature que nous. On sait le mesurer, on sait dire combien les voyages, les automobiles qu'on utilise, l'activité, enfin les locaux qu'on utilise dans nos métiers. Alors, on n'est pas des industriels. Les logiciels aussi. Les logiciels aussi, c'est la partie peut-être la plus difficile d'ailleurs au passage à mesurer proprement. Combien tout ça émet de carbone, on sait le mesurer, d'où évidemment le fait que les financiers que je représente au sein d'un groupe comme le nôtre sont totalement partie prenante à ces travaux. Et puis on sait le réduire, on l'a réduit au moins de 5% par an quasiment chaque année, et on continue sur ce rythme-là, même si on prend en compte 2020 où pour le coup il y avait un point bas, on peut même démontrer qu'on l'a réduit encore plus. Et puis on a pris des engagements de compensation des émissions résiduelles. On investit, on achète des crédits carbone émis, par exemple dans notre cas, par un projet qu'on aime beaucoup sur l'île de Sumatra pour développer une forêt tourbière là-bas avec la biodiversité qui va avec, etc. Ça, je dirais, c'est la première phase. Qui était relativement statique. On regarde ce qu'on émet une année donnée. Et puis, de plus en plus, parce que nous, assureurs, on a deux leviers principaux, les actifs dans lesquels on investit, et puis nos produits d'assurance. Mais si je me concentre sur les actifs sur lesquels on investit, notre souhait, c'est de passer à une deuxième étape, et tous les sigles barbares auxquels vous faisiez allusion, c'est l'ensemble des gens qui travaillent sur le reporting nécessaire pour faire cette deuxième étape, qui est plus dynamique. C'est-à-dire que, et ça rejoint, je pense, certaines de vos observations, c'est pas tout à fait suffisant de savoir combien on émet, encore faut-il savoir, vous parliez d'utilité sociale, mais effectivement, dans quelle mesure, pour une émission donnée, on contribue ou pas à la transition. Et la transition, elle est par définition dynamique. Donc on travaille sur ce type de sujet. On est très attaché, nous, à la mesure du warming potential. Donc avec d'autres, dans le cadre d'Alliance, on essaye de développer d'abord les modèles qu'il faut pour mesurer ça. Sous-jacent à ces modèles, il faut des informations. D'où le dynamisme incroyable de plein d'initiatives, certaines internationales, certaines européennes, certaines plus nationales, pour essayer de mettre en place des standards d'information. Et puis je dirais il faut une troisième chose qui est peut-être un peu particulière à ce sujet, c'est qu'on n'arrive à rien si on ne se fixe pas plus ou moins des objectifs en commun tous ensemble. Alors, les pouvoirs publics sont là pour aider à fixer certains de ces objectifs, mais il y a aussi énormément d'initiatives qui viennent du privé à travers des alliances pour essayer en commun, se fixer certains de ces objectifs. Et c'est ce qui nous amène, nous, à dire, d'ici 2023, on aura 25 milliards d'investissements verts. On travaille aussi sur ce qu'on appelle des transition bonds. Là, c'est un peu la logique. L'investissement vert, c'est nos investissements sont dans de l'éolien, dans de l'énergie renouvelable, des choses comme ça. C'est intéressant, les transition bonds, les obligations de transition, c'est des plus petits montants, plus ciblés, mais on essaye au contraire de repérer un acteur très carboné qui, lui, engage vraiment des actions fortes et on finance ça. Et puis voilà. Et puis sur l'ensemble de nos investissements, on a pris cet engagement d'ici 2050. C'est loin, mais en réalité c'est très ambitieux, de descendre à 1,5 degré de warming potential sur l'ensemble de nos investissements. Et encore une fois, on a besoin du développement de ces systèmes de reporting cohérents et qui permettent de disposer de l'information sur l'ensemble des sociétés dans le monde pour faire ça. Merci, et merci beaucoup Grégoire. Madeleine, on revient vers vous. Vous êtes donc la secrétaire confédérale de la CFE-CGC, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Très bien. On se dirait naturellement, superficiellement, qu'un syndicat s'intéresse surtout aux questions sociales, mais vous avez l'air, vous, extrêmement impliqué dans les questions environnementales et climatiques. Vous avez été très actif pendant la loi climat. Alors ma question, c'était qu'est-ce que vous avez obtenu dans votre syndicat? Qu'est-ce que vous n'avez pas obtenu? Alors déjà, nous nous sommes beaucoup investis, comme vous l'avez dit, dans les auditions à l'Assemblée nationale, au Sénat, et nous avons proposé des amendements aux parlementaires
notamment 5 amendements, donc je ne vais pas tous les citer, mais le principal, c'est d'avoir une expertise comptable indépendante, financée par l'entreprise, des heures de délégation supplémentaires pour les représentants des salariés, des formations, justement pour faire en sorte que ce sujet ne soit plus abstrait. Ce qu'on a obtenu, effectivement, des formations ont été décidées. On peut maintenant avoir des formations, mais déjà, elles vont avoir lieu sur le quota d'heures de celles existantes. Et des heures de délégation, idem. Il va y avoir une expertise comptable qui sera faite par l'expert comptable. Voilà. Et nous avions souhaité avoir la création d'une commission environnement obligatoire dans les comités socio-économiques. Je dirais que c'est une avancée, puisqu'aujourd'hui, la loi, par l'article 40, la loi qui a été promulguée le 24 août dernier, donne des prérogatives environnementales au CSE. Donc, il est indispensable que les représentants du personnel se saisissent de tous les sujets, et ils doivent monter en compétences pour faire en sorte d'œuvrer dans les CSE sur tout ce qui est effectivement comptabilité carbone, économie circulaire, gestion des déchets, etc. Et nous avons porté ces amendements forts de l'expérience des militants de terrain qui, à la CFE-CGC, avaient créé des commissions environnement dans leur entreprise, notamment chez Ariane Espace, chez Leber, Orange, Capgemini. Et donc, on s'est inspiré de ce qu'ils avaient fait pour porter ces amendements. Aujourd'hui, je pense qu'il est indispensable de ne plus en faire un sujet abstrait, que ce soit vraiment une compétence dévolue aux représentants syndicaux et qu'il, surtout, moi je voulais dire qu'il est important de vraiment d'évaluer la transition des métiers, les filières d'avenir, la mutation des emplois. Parce que c'est aussi l'acceptabilité sociale qui viendra de là. Et aujourd'hui, on est un petit peu en manque de repères. Et je pense qu'il y a des choses à faire. C'est pour ça qu'on va éditer un guide. On a des formations à destination de nos représentants. Et on était déjà investi depuis longtemps dans le développement durable, puisqu'on avait publié notre charte il y a une dizaine d'années. On est en train de la republier. Là, elle va sortir dans quelques jours, dans quelques semaines. Et aujourd'hui, pour revenir à votre question fondamentale, ce qu'on a acquis, c'est vraiment, il y a des prérogatives environnementales. Ça, c'est certain. Maintenant, il faut vraiment travailler sur ce que l'on fait dans les CSE en concordance avec les directions d'entreprise, notamment sur la DPEF, sur le devoir de vigilance. Bon, ça, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés ou dans certaines conditions, mais vraiment d'avoir, que ce soit prégnant et que les militants puissent vraiment œuvrer. Et aujourd'hui, on est surtout sur la revendication sociale, mais sociale et environnementale ne feront plus qu'un demain. Si on veut vraiment, comme l'a dit Monsieur Le Sueur, à atteindre la neutralité carbone, et l'atteinte de moins 55% des gaz d'émissions de serre par rapport à 1990, surtout que le Green Deal européen l'a vraiment acté cet été. Merci beaucoup Madeleine. Je me tourne maintenant vers Caroline de la Marnière, fondatrice et directrice générale de l'Institut du capitalisme responsable. Évidemment, depuis quelques minutes, on a répété à plusieurs reprises que le marché du carbone n'est pas en très très bon état, qu'il n'est pas toujours au bon niveau, qu'il n'a pas une organisation optimale. Est-ce que vous m'entendez, Caroline ? Oui, très bien. Alors, il y a beaucoup de critiques sur le carbone, mais le fait est que le carbone est la composante de responsabilité aujourd'hui la plus aboutie, tout simplement parce qu'on peut la mesurer. Il existe une unité, la tonne de CO2. Et est-ce que, selon vous, à l'Institut, vous essayez d'inventer les outils du futur pour proposer aux acteurs de mesurer leur responsabilité, hein, c'est ça votre raison d'être. Alors, est-ce que vous pensez que la méthode qui a été appliquée au CO2 peut servir un jour pour évaluer la responsabilité sociale, la responsabilité sociétale et peut-être d'autres ? Alors d'abord, merci beaucoup Stéphane. Bonjour à tous et à tous et merci de
m'avoir sollicité pour cette conférence qui effectivement pose un sujet, un débat de fond sur évidemment les enjeux qui nous occupent, c'est-à-dire les enjeux climatiques. Mais ce qui nous intéresse effectivement prioritairement, Stéphane, comme vous le soulignez, c'est que la comptabilité carbone, pour nous, est une première étape, un premier pas qui va nous obliger tous et toutes à l'échelle mondiale de redéfinir, d'imaginer un nouveau format de comptabilité extra-financier ou ESG, beaucoup plus complexe, qui va privilégier le sens, la cohérence et la pertinence. Alors, ce ne sont pas des mots, c'est pas des mots parce qu'on est déjà en route sur ce chemin, en particulier avec la nouvelle directive européenne, la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui va être rendue obligatoire à partir de 2024, c'est-à-dire demain. Alors, très concrètement, aujourd'hui, en matière de comptabilité, on n'a expérimenté que des modèles de comptabilité financière qui se fondent exclusivement sur de la donnée quantitative et monétaire. Et d'ailleurs, en matière de comptabilité carbone, on s'efforce, comme on le peut, de rester sur de la donnée quantitative et monétaire, avec toutes les limites et les controverses que l'on connaît, en particulier, on en a parlé, sur la compensation carbone, le prix du carbone, les émissions évitées, etc. En fait, on ne s'est pas encore attaqué, je dirais, à d'autres formes de comptabilité dans le domaine environnemental. Ça peut être la comptabilité de l'économie circulaire, ça peut être aussi la comptabilité de la diversité, qui sont, comme je le disais, aussi des composantes majeures de l'environnement, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à reporter suffisamment de données quantitatives et monétaires pertinentes sur ces sujets. Donc, la comptabilité carbone va devoir vraisemblablement intégrer, pour pouvoir faire consensus à l'échelle mondiale, de ce qu'on appelle la donnée narrative et encore de la donnée quantitative non monétaire, qui figure aussi dans la CSRD, et c'est parfaitement inédit. Et cette composition de conjuguer à la fois de la donnée narrative, de la donnée quantitative monétaire et de conjuguer de la donnée quantitative non monétaire, c'est absolument essentiel parce qu'on est obligé d'être guidé par des principes directeurs qui sont que la donnée doit être à la fois pertinente, elle doit être fiable, elle doit être comparée, tout ça pour être significatif, c'est-à-dire pour refléter le plus fidèlement possible la situation réelle de l'entreprise. Et ça a des conséquences très, très profondes, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on accepte de ne plus se fonder ou de ne plus reconnaître que l'information n'est fiable que si l'on raisonne sur la donnée quantitative et monétaire. Il va falloir accepter de privilégier la donnée significative, c'est-à-dire celle qui reflète réellement la situation de l'entreprise et qui fait sens parce qu'elle est pertinente, parce qu'elle est fiable et parce qu'elle est comparable. Et pour l'Institut, ce changement majeur de paradigme en matière de comptabilité, c'est absolument essentiel. C'est rendu possible grâce à la complexité de la comptabilité carbone, et on en voit les limites, parce qu'elle ouvre, comme vous le disiez, à la comptabilité extra-financière, et en particulier à la comptabilité sociale, dont on parlait à l'instant. Pour nous, c'est une transformation, c'est presque une révolution, et c'est absolument fondamental. Et je terminerai en disant que nos modèles de comptabilité ne pourront pas être dissociés de nos modèles de gouvernance. Et cette année, pour la première fois en Assemblée générale, on a eu des signaux faibles absolument inédits. On a observé 3 C on Climate, des résolutions soumises à l'approbation des actionnaires sur les engagements climat chez Atos, chez Total Energy et chez Vinci. Et ça, c'est tout à fait inédit. On a également observé qu'on a nommé pour la première fois au sein d'un conseil d'administration un administrateur référent sur les sujets de climat, Patrick Pellata, chez Airbus, que le climat était au cœur des assemblées générales. Donc la comptabilité carbone joue un rôle absolument majeur pour accéder à des nouveaux formats de comptabilité extra-financiers, mais également à des nouveaux modèles de gouvernance. Voilà, c'est en ça que... Merci Caroline. C'est fondamental. Merci beaucoup Caroline. Alors immédiatement, je me tourne vers vous, Grégoire. Caroline vient de vous proposer une petite révolution. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez déjà entamée? Est-ce que vous vous sentez capable de la suivre sur ce terrain-là?
Mais je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par Caroline, notamment sur le fait que je crois qu'il y a un petit piège dans l'utilisation du mot comptabilité, parce que quand on dit comptabilité, on pense tout de suite qu'on ne peut compter qu'en euros ou en dollars. Or, dans la vie, on peut compter plein de choses, et bien heureusement. Et je crois qu'en effet, c'est pour ça que d'ailleurs je préfère le terme de reporting. Si quelqu'un peut m'aider à trouver le bon terme en français, c'est encore mieux. Et du reste, même dans le domaine strictement financier, les normes qu'on utilise pour publier les comptes des entreprises cotées en Europe, elles s'appellent IFRS, comme International Financial Reporting Standard, et il n'est pas question de comptabilité, il est question de reporting. Et l'aspect purement comptable au sens strictement financier du terme, le bilan et le compte de résultat, c'est une petite partie dorénavant de l'ensemble de l'information qui est demandée aux émetteurs cotés en bourse, de même que en tant que praticien de tout ça, c'est une toute petite partie en fait de l'information qui est réellement critique dans la façon dont nous-mêmes, en tant qu'émetteurs, on construit notre communication financière. Et donc je pense qu'en effet, le sens de l'histoire, c'est que on continue à élargir le champ de cette information qui est mise à disposition du public pour couvrir tout ce qui est pertinent du point de vue de ce qui agit sur la transition climatique. Et simplement, les techniques développées depuis longtemps dans le monde de la comptabilité, pour le coup, ont vocation à garantir la fiabilité, la qualité, la pertinence de ces informations. Donc vous n'êtes pas du tout opposé à ce que suggérait Caroline tout à l'heure, c'est tout à fait l'esprit dans lequel vous travaillez. Comptabilité multiforme, multi-outils. Absolument. Après, on verra quelle forme ça prend concrètement. Il y a plein d'enjeux plus opérationnels, mais la direction générale, bien sûr, c'est celle-là. Merci beaucoup. On commence à avoir des questions assez nombreuses de notre public. Et la première que je vous propose est une question peut-être un peu technique pour vous, peut-être. Ouais. Que pensez-vous, que pensez-vous de la comptabilité du scope 3 pour les entreprises ? Je crois que ce n'est pas une question si technique que ça, pardon. Dites-nous ce que c'est le scope 3. Voilà, je vais expliquer. Effectivement, on a parlé des bilans d'émissions de gaz à effet de serre qui sont obligatoires pour les entreprises et un certain nombre d'organisations. Il y a un seuil de 250 salariés qui est peut-être la référence à avoir. Bref, ce bilan de gaz à effet de serre, soit il prend en compte, et c'est le scope 1, uniquement les émissions produites par l'entreprise pour sa production. Mais quand on prend le scope 3, et on a étendu jusqu'à ce scope 3, ce périmètre 3, on va essayer de parler français, les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, quand on va jusqu'à ce périmètre 3, eh bien, on doit compter au fond en empreinte. Vous évoquiez tout à l'heure la notion d'empreinte carbone. Eh bien, pour l'entreprise, ça consiste à dire je suis comptable non seulement de ce que dans mon action directe j'ai émis comme gaz à effet de serre, mais également tout ce que mes fournisseurs dans la chaîne de valeur ont pu aussi apporter. Et donc j'ai une vision beaucoup plus large de ma responsabilité, même si mes leviers d'action sont indirects, parce que je ne peux pas dire à mon fournisseur désormais c'est comme ça, mais tout de même dans la relation commerciale, je peux interagir et lui dire, eh bien, les produits que tu m'envoies, si tu réduis tes émissions de gaz à effet de serre, tu vas aussi réduire mon bilan de gaz à effet de serre dans ce périmètre le plus large. Donc c'est assez responsabilisant et on considère qu'effectivement, je souscris à ce qui a été dit sur le fait qu'une comptabilité et des mesures, c'est fait pour une intention, pour une finalité. Et dans la finalité de réduire l'impact carbone et donc le changement climatique, c'est très important de responsabiliser les acteurs dans toute la chaîne de valeur. Je me permets quand même de dire, petite incidente, mais c'est important, qu'on parle ici de comptabilité carbone et de chèque en bois. Et donc ça me fait penser à la biodiversité, qui est un sujet qui est très lié en réalité, qui mérite aussi des travaux de réflexion sur comment on mesure les impacts sur la biodiversité des activités humaines, comment est-ce qu'on la comptabilise. On n'a pas la métrique facile ou pratique du carbone et de l'équivalent carbone. On n'a pas cette métrique pour la biodiversité, mais je ne voudrais pas que nos échanges centrés sur le carbone fassent oublier qu'il y a également cet enjeu.
Est-ce que je peux dire encore un mot sur Oui. l'empreinte carbone, parce que vous l'avez évoqué, et il se trouve que c'est nous qui la mesurons pour la France. Et comme ça, c'est pour donner les repères, poursuivre les repères que j'ai donnés en commençant cet échange. Eh bien, l'empreinte carbone des Français est plus moyenne au sein de l'Union européenne que les émissions, parce que justement, comme on reprend les émissions qui sont importées, eh bien là, c'est notre consommation, c'est notre mode de vie qui détermine cette empreinte. Et là, on est, elle a récemment baissé parce que la crise sanitaire a réduit notre consommation temporairement. Mais enfin, c'est quand même plutôt de l'ordre d'une dizaine de tonnes par habitant, alors que j'ai dit en émissions, c'était 5 tonnes. Donc c'est 2 fois plus, vous voyez, c'est significatif. Et je rappelle que la neutralité carbone, c'est 2 tonnes par habitant. Ça veut dire que quand on calcule en empreinte, et je pense que c'est effectivement comme ça qu'il faut compter, mais il se trouve que les accords internationaux se sont tous faits en émissions et pas en empreinte. Peut-être que les prochaines étapes, pas à Glasgow, mais plus tard, seront en empreinte. Ce sera, je pense, plus juste, enfin, je l'appelle de mes voeux en tout cas. Eh bien, en empreinte carbone, nous devons tous diminuer par 5 notre empreinte d'ici 30 ans. Voilà le challenge, non, le défi que nous avons à relever. Merci beaucoup. François Gémen, la tournure de la conversation est la bonne, c'est-à-dire on montre à quel point le sujet climat, le sujet social, le sujet sociétal, des frontières étanches entre tout ça serait absurde. Tout à l'heure, vous avez évoqué, en parlant de la comptabilité carbone, à quel point pourrait se nicher dans cette comptabilité des absurdités. Par exemple, votre étudiant ou alors le shopper fou qui va sur la 5e avenue. Mais aussi, à l'intérieur de la comptabilité carbone, il y a aussi de gros risques d'inégalité, de faire naître des inégalités. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Comment se protéger contre ça? Oui, je dirais qu'on sait aujourd'hui que les populations les plus vulnérables sont, je dirais, davantage touchées par les impacts du changement climatique lui-même. Mais ce qu'on découvre de plus en plus, c'est que les populations les plus vulnérables, et en particulier les plus pauvres dans les pays industrialisés, sont également touchées davantage par les politiques de lutte contre le changement climatique. Et donc, c'est un aspect auquel il faut être extrêmement attentif, notamment lorsqu'on va chercher à mesurer l'empreinte carbone de chaque citoyen, de chaque citoyenne. Prenons le cas, par exemple, des voitures électriques qui arrivent sur le marché, dont le prix va forcément se démocratiser un peu, mais qui resteront malgré tout accessibles uniquement aux franges les plus aisées de la population. Ce sont des voitures qui restent chères. Il va se passer environ 10 ou 15 ans avant que ne se développe un véritable marché de l'occasion pour ces voitures. Et donc ça veut dire que pendant tout un temps et pendant une décennie cruciale, ces voitures électriques seront accessibles uniquement aux couches les plus aisées de la population, tandis que les couches les moins favorisées devront continuer à rouler avec leurs vieilles voitures à essence ou à diesel. Et que donc les déplacements en voiture des plus aisés auront une beaucoup plus faible empreinte carbone, tandis que les moins aisés devront vivre avec l'idée que quelque part leur déplacement en voiture entraîne davantage d'émissions de gaz à effet de serre. Et on voit bien l'injustice si on mesure juste l'empreinte carbone pure. C'est pour ça que je crois, d'une part, qu'il faut être très attentif dans notre recherche de baisse des émissions qui passe aussi par la recherche de nouvelles technologies, à ce que ces technologies soient abordables et accessibles à tous. Sinon, on fait porter le poids sur les épaules des plus vulnérables et c'est profondément injuste, parce que de surcroît, les plus aisés pourront continuer à vivre sans rien changer à leur mode de vie en ayant l'excuse qu'ils utilisent des technologies à bas carbone. Et il faut aussi veiller, je crois, dans la comptabilité carbone, à davantage nous tracasser des questions de trajectoire. Aujourd'hui, on est encore un peu focalisé sur les questions d'émissions à un moment donné et on fait volontiers des comparaisons entre entreprises ou entre secteurs. Mais certains secteurs sont par nature davantage émetteurs de gaz à effet de serre que d'autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une compagnie aérienne émet forcément une plus lourde empreinte carbone qu'un éditeur de livres, par exemple. Mais ce n'est pas pour autant que l'éditeur ne doit pas faire d'efforts. Et je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir regarder dans quelle trajectoire on s'inscrit, plutôt que de faire des comparaisons qui sont un peu absurdes entre secteurs ou entre entreprises d'un même secteur. Il faudrait inventer un système de malus carbone pour... Je pense qu'il faut arriver à une sorte de comptabilité qui soit dynamique et pas uniquement une comptabilité statique. D'accord. Très bonne idée. Très bonne idée. Oui, je trouve aussi. Guillaume Barba, vous avez entendu à la fois la proposition tout à l'heure de Caroline de la Marnière, la réponse de Grégoire de Montchalin d'AXA. Est-ce que vous pouvez nous dire, de votre point de vue de professeur à Cambridge Business School,
comment est-ce que les entreprises doivent se transformer pour vivre de la manière la plus efficace, la plus performative, comme on dit dans je ne sais quelle langue d'ailleurs. Voilà. Que recommandez-vous comme changement pour l'entreprise? Oui, alors là encore, il y a plein d'études qui travaillent sur ça, hein. L'idée, c'est que cette comptabilité carbone, quand j'entends dynamique de comptabilité carbone, j'entends aussi le fait que ça soit pas uniquement un état des lieux, en fait. Hein, il s'agit pas de constater, voilà, quelles sont les émissions à un moment donné, si elles baissent, si elles augmentent, etc. Derrière l'idée, et c'est inscrit dans la réglementation française, hein, c'est finalement ce constat, il doit être là pour initier des actions dans l'entreprise et pour permettre à l'entreprise de se transformer dans cette optique de neutralité carbone. Et quand on regarde un petit peu les études qui sont faites sur cette question-là, on s'aperçoit finalement qu'il y a vraiment des différences assez notables entre les entreprises. Il y a des entreprises qui ont tout à fait intégré, qui se sont tout à fait appropriées cet outil-là dans une logique transformative, et d'autres qui finalement s'en servent uniquement comme un outil parmi d'autres de communication externe, en fait, si vous voulez. Hein. Donc voilà, ne faisons pas de généralité. Et s'agissant des meilleurs exemples, peut-être, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui créent en leur sein des comités carbone. Vous voyez, alors ça c'est intéressant. C'est un nouveau dispositif de gestion qui se trouve un petit peu à un niveau intermédiaire entre le niveau stratégique, le niveau opérationnel, et qui sert d'interface. Voilà, hein, typiquement entre les directions RSE, les directions communication, et d'un point de vue opérationnel, avec les fonctions commerciales et productives. Ce qu'on remarque un petit peu sur la structuration de ces comités carbone, eh bien, c'est qu'on intègre non seulement certaines parties prenantes internes, dont les syndicats, mais aussi les parties prenantes externes. Et là, on rejoint l'enjeu de gouvernance et plus précisément de gouvernance partenariale et inclusive, en fait, hein, dans la composition même de ce comité carbone. Et si on regarde un petit peu le rôle qui est dévolu en général à ces comités carbone, on s'aperçoit que à la fois il y a un rôle classique, je dirais, qui est de superviser le reporting. Alors je crois qu'on dit rapportage en français, hein, mais il faudrait vérifier. Hein, mais moi j'aime bien aussi le mot reporting. Hein. Donc superviser le reporting carbone, voilà. S'assurer de la qualité aussi des informations qui sont divulguées, parce que la qualité des informations, c'est quand même un enjeu qui est très très important. Hein. Qu'est-ce qu'on reporte, comment on le reporte, quelle méthodologie à utiliser, comment on justifie tel emploi de telle méthodologie. Donc ça, c'est au comité carbone de s'en saisir. Et puis, il y a aussi, dans une logique un petit peu plus, je dirais, opérationnelle, eh bien, il y a l'idée que ce comité carbone, il peut aussi stimuler des projets R&D pour proposer des solutions bas carbone à la fois aux fonctions commerciales et aux fonctions de production de l'entreprise. Donc voilà, parmi d'autres, hein, une bonne pratique, alors qui n'est pas à généraliser, hein, loin s'en faut, mais qui montre que certaines entreprises se sont vraiment emparées de cet enjeu de comptabilité carbone dans une logique de transformation de l'entreprise et de l'organisation interne. Merci beaucoup. Grégoire, vous avez envie de répondre? Vous avez un comité carbone Alors, on a effectivement fait significativement évoluer notre gouvernance sur ce type de sujet. Pour être très concret, il y a encore quelques années, tous ces sujets étaient traités par des équipes spécialisées ESG qui étaient très dynamiques, mais un petit peu isolées du reste de l'entreprise. Et je peux témoigner que réellement, dans des groupes comme le nôtre, et je pense qu'on n'est pas les seuls, la façon dont dorénavant tous ces sujets sont traités de façon très transversale, impliquant non seulement les spécialistes ESG, mais aussi les financiers, mais aussi les opérationnels, la distribution, etc. Tout ceci a énormément évolué, enfin évolue toujours, continue à évoluer à un rythme extrêmement rapide, c'est une évidence. Merci beaucoup. On a une question de Guy Aimé qui cherche à savoir comment est-ce que les institutions économiques, j'imagine ce qu'il veut dire c'est les gouvernements à ce niveau-là, peuvent-elles rendre possible
pour les investisseurs, les actionnaires, les managers, les travailleurs, l'évaluation et le pilotage des enjeux de l'ensemble des piliers du développement durable. J'ajouterais qu'il y a beaucoup d'initiatives européennes. Certaines sont très très complexes, certaines sont si complexes qu'on se demande à quoi ça peut aboutir. La taxonomie, par exemple, pour certains, est un véritable cauchemar. Voilà, qu'est-ce que les institutions publiques peuvent faire pour aider, c'est-à-dire simplifier un petit peu peut-être? Merci pour cette question. Je crois que le premier élément, il est assez évident, mais il faut le rappeler, c'est qu'il faut expliquer, il faut fournir de l'information, des repères. Ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, c'est ce que nos échanges contribuent à faire, des repères sur quels sont les enjeux, parce que ça éclaire toutes les contraintes, toutes les réglementations, tous les outils qui se développent. Alors c'est vrai, ils sont nombreux, mais en même temps le phénomène est complexe. Il faut changer notre économie, changer notre modèle de développement, et donc sortir d'une habitude bien ancrée et qui nous a apporté beaucoup de satisfaction, mais un très gros péril climatique. Et donc tout changer, ça suppose quand même un petit peu de complexité. Alors, dans les outils qui sont mis en œuvre à différents niveaux, effectivement, vous venez de le citer, je peux en dire un mot, il y a la taxonomie financière pour les investissements verts. De quoi s'agit-il? L'idée, d'ailleurs la France y a été un petit peu une préfiguratrice de cette démarche, l'idée est assez simple, c'est de dire il faut que les investisseurs, vous et moi, quand on place de l'argent, et puis des acteurs avec un peu plus d'argent et qui un peu plus de moyens d'analyse, il faut qu'ils sachent discerner les investissements qui sont conformes à la trajectoire carbone et qui vont contribuer à la neutralité carbone du monde, de ceux qui ne sont pas verts et ne sont pas contributeurs à la neutralité carbone. Ça, c'est le principe. Alors ensuite, le diable se niche dans les détails. Et effectivement, le système est un peu complexe parce qu'il y a beaucoup de discussions pour savoir ce qui est contributeur ou pas. Et les enjeux environnementaux sont par nature complexes et source de controverses. Alors simplifier, oui, mais les acteurs nous disent aussi ne simplifiez pas trop parce qu'à ce moment-là, vous allez être imprécis, caricatural, être injuste. Or, il faut aussi que tout le monde se retrouve dans ce système. Et je crois qu'aujourd'hui, la prise de conscience est forte, de plus en plus forte, et les acteurs, et vous êtes pour certains des témoins tout à fait actifs de cela, sont prêts à s'engager, prêts à agir, mais encore faut-il savoir comment et ne pas perdre dans le système. Et une taxonomie, c'est quand même une règle du jeu commune, une règle sans doute un peu complexe, difficile d'accès pour le citoyen de base, ça il faut bien le reconnaître, mais pour des institutions financières, mais je parle sous votre contrôle bien entendu, c'est important d'avoir cette règle du jeu commune, parce que sinon, vous avez des acteurs qui se disent bah, si j'y vais, je risque de me faire, de perdre dans le système, en fait. Et ça, c'est évidemment, personne n'est prêt à se sacrifier pour la cause. Et c'est normal. Bien sûr. Merci Thomas. Donc l'affaire est compliquée. Le sujet est très compliqué. On va le compliquer encore un tout petit peu, si vous permettez. Caroline Delamarnière, vous êtes toujours avec nous. Absolument. Une remarque toute simple, les entreprises contribuent à la dégradation climatique, donc c'est un fait, et elles sont tout à fait d'accord pour mesurer cette dégradation. Mais la dégradation climatique, en retour, impacte le fonctionnement de l'entreprise, peut-être même un jour le business model de l'entreprise, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est une voie qui va dans les deux sens. Comment est-ce que l'on peut appréhender cette réalité double, la mesurer, la combattre? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, à l'Institut du capitalisme responsable? Tout d'abord, moi je dirais que j'ai beaucoup apprécié les propos de Thomas Le Sueur et des autres d'ailleurs, sur le fait qu'on aborde le sujet pas exclusivement par la comptabilité statique, mais beaucoup plus par des flux plus dynamiques. On parle également de trajectoire et j'y souscris pleinement. Et puis, on raisonne de plus en plus en termes d'impact et peut-être de moins en moins en termes de comptabilité, même s'il faut évidemment installer une comptabilité. Alors, l'impact, c'est effectivement la taxonomie verte aujourd'hui, bientôt et demain, la taxonomie sociale, et ça fera plaisir à Madeleine. Donc, effectivement, on raisonne de plus en plus à la fois vers environnement, climat, biodiversité, économie circulaire et sociale, et ça, c'est fondamental. Et alors, pour complexifier effectivement davantage, c'est vrai que jusqu'à présent, on raisonne toujours dans le inside out, c'est-à-dire ce que l'organisation, l'entreprise émet sur son environnement et comment est-ce qu'elle peut agir pour réduire, effectivement, en l'occurrence,
ces émissions de CO2. Dans le rapport toujours de la CSRD qui sera mis en application en 2024, ce qui est intéressant, c'est qu'il introduit un concept nouveau qui s'appelle la double matérialité. C'est-à-dire qu'on va prendre en considération le inside out, c'est-à-dire ce que l'organisation, comment l'organisation impacte son environnement, mais également comment est-ce que l'environnement impacte l'organisation, par le réchauffement climatique. Vous parliez tout à l'heure des populations les plus déshéritées à l'échelle planétaire qui seront les plus impactées. C'est intéressant de regarder pour chacune des organisations dans quelle mesure, compte tenu de ces implantations, elle peut être impactée par le réchauffement climatique, puisque c'est le sujet de ce jour. Et comment est-ce que dans l'approche des enjeux climatiques, on prend à la fois la dimension inside out, c'est-à-dire comment est-ce que j'impacte mon environnement, mais comment est-ce que je prends aussi en considération le outside in, c'est-à-dire l'impact de l'environnement sur mon organisation. Alors c'est vrai qu'on complexifie davantage, mais on se rapproche probablement infiniment plus de la situation réelle. Alors, le mettre en comptabilité suppose, mais le mettre en flux et l'inscrire dans une matrice de double matérialité dont on ne connaît pas encore bien les modalités est probablement un grand pas en avant. Cette question de l'impact du changement climatique sur l'activité des entreprises est très très importante et quelque part révèle aussi en creux l'insuffisance de certaines politiques climatiques. Aux États-Unis, par exemple, ces dernières années, les compagnies pétrolières ont perdu plus d'argent à cause des impacts du changement climatique, des dommages infligés par des ouragans ou des inondations aux installations, qu'à cause des politiques climatiques menées par le gouvernement américain. Ça en dit très long sur l'insuffisance de ce qui est fait aux États-Unis. Ah oui, effectivement. Effectivement. Je voudrais revenir peut-être vers Madeleine, parce que l'enjeu syndical est quand même très, très lourd. Vous êtes toujours avec nous, Madeleine ? Tout à fait, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Alors, une question toute simple. En tant que syndicat, dans la tradition syndicale, et quand on prend les fameux critères ESG, vous êtes des spécialistes du S. Mais en ce moment, le E prend une importance énorme. Est-ce que vous, dans la façon dont vous voyez votre métier, votre mission, l'aide que vous pouvez fournir à vos adhérents, est-ce que cette préoccupation environnementale envahissante ne nuit pas à votre projet social? Ou alors est-ce que vous avez trouvé une sorte de convergence rêvée de tout? Alors, quelquefois c'est un dilemme, bien sûr. Aujourd'hui, comme je disais, les gens ne savent pas forcément la transition des métiers où ça va les mener. C'est quand même anxiogène. Mais je dirais qu'il faut vivre avec son temps et nous, syndicats de cadres, on souhaite dessiner l'avenir justement et s'engager pour prendre vraiment part à cette transition écologique et environnementale, pas simplement comme l'a dit un intervenant sur le carbone, mais aussi sur la biodiversité, pour permettre aux générations futures de pouvoir vivre dans les mêmes, mieux que nous. C'est le but du social. Et aujourd'hui, on a quelques freins, mais on voit des militants très actifs et très mobilisés sur ces sujets parce qu'ils veulent que leurs emplois soient peut-être mutants, mais pérennisés, veulent voir leur modèle d'entreprise changer pour contribuer à cette baisse de carbone, pour dire tout simplement. Et aujourd'hui, on voit des gens qui de plus en plus viennent vers nous en disant qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que, par exemple, dans le plan RSE de mon entreprise, est-ce que ça concorde avec les grands critères de la RSE, sociale, économique et environnementale? On voit que les gens sont preneurs et on fait en sorte qu'ils soient motivés. On veut être acteurs du changement. Et je trouve que l'encadrement a la responsabilité de stabiliser le présent et dessiner l'avenir, comme je le disais à l'instant. Et justement, à travers, par exemple, une négociation obligatoire annuelle, la DPEF, c'est pour les plus grandes entreprises. Maintenant, la BDES, économique sociale, devient, comme vous l'avez dit, le E, environnemental. Donc tout ça, c'est des sujets dont nos militants doivent s'emparer et être vraiment les moteurs pour contribuer au sein de leur entreprise à faire changer les choses. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de collectifs qui se montent
justement des gens qui ne sont pas forcément militants, mais qui veulent changer les choses. Donc c'est aussi pour ces représentants syndicaux qui sont au fait de ce qui se passe dans l'entreprise, qui ont une culture économique et sociale, de monter en puissance sur ces sujets environnementaux grâce à des formations, grâce à une montée en compétences et au sein des instances représentatives du personnel, d'avoir une vraie expertise. Merci Madeleine. Thomas Le Sueur, vous avez envie de réagir? Oui, mais pas en opposition, en complément et pour abonder. En fait, vous avez dit les enjeux environnementaux sont un peu envahissants, et c'est vrai. Mais pourquoi? Le développement durable, ces 3 piliers, l'économique, le social, l'environnemental, en fait, ont des institutions, des mécanismes institutionnels qui sont présents dans l'entreprise, à tous les niveaux de l'État depuis longtemps. Enfin, c'est vrai pour l'économique, ça c'est sûr. Pour le social aussi. Mais au fond, les arbitrages se faisaient surtout entre ces 2 piliers, et donc au détriment du 3e. Et ce qui se joue en ce moment, c'est justement d'intégrer dans les mécanismes institutionnels, et la loi climat et résilience, et ça a été indiqué, y a contribué à travers dans le dialogue social, mais c'est vrai aussi dans la gouvernance des entreprises, avec des obligations, mais aussi des comités qui se mettent en place. Eh bien, voilà, l'enjeu environnemental s'intègre, s'institutionnalise pour que chacun fasse l'équilibre entre les 3 piliers du développement durable. Donc, en fait, l'équilibre se fait aujourd'hui, et je veux profiter de ces rencontres du développement durable pour dire que le concept même de développement durable n'est pas dépassé. Certains considèrent que c'est un petit peu ça fait quelques années qu'on en parle, donc maintenant il faut passer à autre chose. Donc je crois que c'est aujourd'hui que les instruments, les outils, et aussi probablement en partie les états d'esprit, sont prêts à donner sa chance au développement durable. Très bien. On approche de la fin de cette séquence, mais il y a une question de l'assistance de Annabelle qui demande de quels outils dispose-t-on à l'international pour opérer la régulation des données dans le reporting carbone. Ce que je devine derrière la question, c'est un petit peu à quoi ça sert de faire sa taxonomie européenne dans son coin, si les Chinois, les Américains et que tous les autres font ce qu'ils veulent dans leur coin. Non, il y a quand même une méthodologie standardisée qui a été fixée par le GIEC, et depuis la signature de la Convention climat en 1992, chaque pays a l'obligation de fournir chaque année un inventaire de ses émissions au secrétaire du GIEC, et ça doit suivre une méthodologie standardisée, au point qu'à un certain moment, on a même envoyé des inspecteurs en Chine pour s'assurer qu'ils respectaient bien les critères méthodologiques fournis et que leur comptabilité correspondait bien à la réalité. Alors, c'est une comptabilité au niveau national, c'est pas une comptabilité d'entreprise, mais en moins, c'est pour dire qu'il y a quand même des choses qui se font. J'aime pas du tout cette idée et cette petite musique qu'on entend un peu parfois en France. Pourquoi est-ce qu'on devrait agir, nous, en France ou en Europe, alors que la Chine ne fait rien, que l'Inde ne fait rien? C'est pas vrai de dire que la Chine ou que l'Inde ne font rien. Simplement, on est sur des points de départ très très différents. Il y avait encore des enjeux de développement considérables en Chine que nous avions dépassés en Europe depuis quelques décennies. Il reste des enjeux de développement considérables en Inde, même des enjeux basiques d'électrification ou d'accès à l'eau potable. Et tous les pays ne partent pas du même point de départ. Mais c'est pas vrai de dire que les autres ne font rien. Et moi, je suis un peu gêné par cette petite musique qu'on entend de plus en plus dans le débat public, singulièrement en France. Donc vous ne pensez pas que l'Europe soit du tout dans une position de leadership? Parce que c'est ce que l'on entend en général. En termes de méthodologie et en termes de standardisation, certainement. Mais quelque part, j'ai envie de dire, l'enjeu de l'Europe, c'est aussi de ne pas conserver ces avancées méthodologiques, entre guillemets, pour elles-mêmes, et au contraire d'en faire profiter les autres, et de dire, tenez, voilà la taxonomie que nous avons développée, voilà la méthodologie que nous avons développée, vous pouvez aussi, vous n'en espérez, réaliser l'inventaire des émissions carbone d'un pays, c'est quand même une tâche assez lourde pour un pays, et donc c'est une obligation assez lourde qui est imposée aux pays les plus pauvres, et quelque part, il faut aussi que nous puissions voir comment travailler avec eux. Souvent, on est obsédé par la réduction de nos propres émissions de gaz à effet de serre. Mais l'enjeu pour le climat, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le climat se fiche complètement que les émissions soient produites à Paris, à Jakarta ou à Mexico. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un mot très vigoureux. Merci beaucoup. Merci à tous qui nous écoutaient. Merci à tous les intervenants. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci.